L'art de la provocation. Rien que les mots, ça fait un peu tiquer, non? Et pourtant, derrière ce terme un peu sulfureux, il se cache tout un monde de stratégies de communication bien plus fines qu'on pourrait le croire. C'est ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, première question, et elle est pour tout le monde, est-ce qu'on se voit comme quelqu'un de provocateur ou de provocatrice? Réfléchissez-y 2 secondes parce que la réponse, elle n'est peut-être pas si évidente. Et oui, en fait, il y a de très grandes chances pour qu'on utilise tous la provoque, bien plus souvent qu'on ne l'imagine. C'est presque un réflexe social, une dynamique qu'on retrouve absolument partout. Bon, pour y voir plus clair, je vous propose un petit truc un peu différent. On va partir en safari. Oui, oui, un safari. On va aller observer les différentes espèces de provocateurs directement dans leur milieu naturel. Alors sortez les jumelles, c'est parti. Mais avant toute chose, mettons-nous bien d'accord sur ce qu'on entend par provocation. Parce qu'attention, on ne parle pas juste d'être méchant ou agressif gratuitement. Non, la vraie provocation, celle qui est efficace, c'est bien plus subtil. C'est l'art d'utiliser le contraste, la controverse, mais toujours avec un objectif précis en tête. C'est un véritable outil, une stratégie. Et voilà notre première espèce sur le terrain, le filtreur social. Son but dans la vie, l'efficacité. Il veut gagner du temps et surtout trouver les gens qui lui correspondent. Et vite. Alors, comment il s'y prend? C'est simple. Au lieu de commencer une conversation par « il fait beau aujourd'hui, non ?», le filtreur, lui, va balancer une opinion un peu décalée, un truc qui sort de l'ordinaire. Le but, c'est pas du tout de choquer pour le plaisir, non. L'idée, c'est de jeter un petit pavé dans la mare pour voir qui nage dans le même sens. C'est une sorte de test de compatibilité express. Et ça marche. Ça permet d'attirer tout de suite les gens qui sont sur la même longueur d'onde et en douceur, d'éloigner les autres. Au final, la provoque ici, c'est juste un accélérateur pour créer des liens plus authentiques. Bon, on quitte les plaines tranquilles pour s'enfoncer dans la jungle. La jungle des débats en ligne, des disputes de famille. Et là, attention, on rencontre une créature beaucoup plus agressive, le prédateur des débats. Lui, son truc, c'est pas de trouver la vérité, c'est de gagner à tout prix. Et pour arriver à ses fins, il a tout un arsenal. Des techniques redoutables et, disons-le, pas toujours très fair-play. On va décortiquer ensemble ces 4 armes de prédilection. Première tactique, l'affirmation outrancière. L'idée, c'est de sortir une énormité, un truc tellement absurde, tellement exagéré, que la personne en face est juste KO. Elle ne sait même pas par où commencer pour répondre. Et hop, le débat est tué dans l'œuf. Deuxième arme, la déstabilisation émotionnelle. Là, si le débat quand même réussit à démarrer, on change de cible. On n'attaque plus les idées, on attaque la personne. Le but, c'est de la faire sortir de ses gonds, de la mettre en colère. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est énervé ne réfléchit plus logiquement, et ça en fait une proie parfaite. Troisième technique, la réduction à l'absurde. C'est assez vicieux. On prend l'argument de l'adversaire et on le tord, on l'étire jusqu'à ce qu'il devienne complètement ridicule. On invente une situation extrême pour faire passer son idée pour une stupidité. En gros, on déplace le terrain de jeu de la logique vers l'absurde total. Et enfin, le coup de grâce, le renversement de la charge de la preuve. C'est très simple. Au lieu de prouver qu'on a raison, on exige de l'autre qu'il prouve de manière irréfutable qu'il n'a pas tort. Ce qui est quasiment impossible. Ce qu'il faut bien comprendre avec ce prédateur, c'est que la vérité, il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est de dominer. Et le simple fait de reconnaître ces tactiques, c'est déjà le début de la parade. Allez, on continue notre safari. Maintenant, on va chercher des espèces beaucoup plus fines, plus discrètes. Des provocateurs qu'on pourrait qualifier d'insaisissables. Leurs armes? L'ironie et un certain flou artistique. Le premier, c'est l'ironiste subversif. Ah, lui, c'est un artiste. Son pouvoir, c'est de pointer du doigt l'absurdité du monde, mais sans jamais le dire directement. Il utilise un humour grinçant, des sous-entendus. Il ne donne pas de réponse, il pousse les autres à se poser les bonnes questions. C'est de la provoque de haute voltige. Le seul risque, évidemment, c'est que si les gens ne captent pas l'ironie, ça fait un flop monumental. Un exemple parfait, c'est le fameux dilemme du tramway. Vous savez, ces choix moraux impossibles. Eh bien, un ironiste, lui, ne va pas rentrer dans ce jeu. Il pourrait très bien sortir un truc du genre « Ah, moi, je sacrifie le prix Nobel, mais c'est juste pour pouvoir lui piquer sa médaille. » Vous voyez le truc? C'est une manière géniale de faire exploser le débat, de montrer que le problème est peut-être mal posé dès le départ. Et on termine notre safari avec une dernière espèce qu'on croise parfois dans les milieux universitaires ou intellectuels, l'obscurantiste académique. Alors lui, son but, ce n'est pas du tout qu'on le comprenne. Au contraire, son objectif, c'est de paraître tellement intelligent, tellement savant, que personne n'ose le contredire. Sa méthode, le mur de mots. Il va utiliser un jargon hyper complexe, des phrases à rallonge, bref une phraséologie labyrinthique pour noyer le poisson. La conversation de base est complètement étouffée sous cette avalanche de termes techniques. Et en face, la personne est juste larguée, plongée dans un abîme de perplexité intellectuelle, et souvent elle est bien trop intimidée pour oser dire qu'elle n'a absolument rien pigé.
Ok, notre safari se termine. On a vu pas mal de spécimens, mais ça nous amène à la question la plus importante de toutes, la question éthique. C'est quoi la différence entre une provocation intelligente et juste de la méchanceté? Et la ligne de partage, elle est en fait assez claire. D'un côté, il y a la provoque efficace. Pensez à la petite taquinerie entre amis, ce qu'on appelle le banter, qui en fait renforce les amitiés, ou au filtrage social, qui est juste un outil. Et de l'autre côté, il y a la méchanceté, pure et simple. Les insultes, les attaques personnelles, tout ce qui ne sert à rien, sauf à faire du mal et à rabaisser l'autre. Et sur ce point, la source est sans appel. Chercher à paraître intelligent en insultant quelqu'un, ce n'est pas une stratégie, c'est juste de la bêtise. Ça fait chuter ce qu'on appelle le crédit social. C'est quoi le crédit social? C'est tout simple, c'est la confiance et le respect que les autres nous accordent. Une bonne provocation peut élever une conversation, renforcer un lien. La méchanceté, elle, ne fait que détruire ce capital confiance. Et au final, tout le monde y perd. Alors voilà, après ce petit voyage au pays des provocateurs, la question finale, elle est pour chacun d'entre nous. Quel genre de provocateur on a envie d'être? Le filtreur social qui cherche à se connecter, l'ironiste qui pousse à la réflexion, ou peut-être rien de tout ça? Au fond, la provocation, ce n'est qu'un outil. La seule question qui vaille, c'est est-ce qu'on s'en sert pour construire ou pour détruire? Le choix nous appartient.